Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à la chaîne Professeur Board Game. Mon nom est Pierre-Marc, en remplacement du Professeur Board Game pour vous présenter l'extension de Dune Imperium, l'avènement d'Ix. Alors dans la première expansion de Dune Imperium, l'avènement d'Ix, on ajoute plusieurs choses, dont deux nouveaux plateaux, dont un qui va être mis par-dessus une section du plateau du jeu de base. On va avoir des nouveaux leaders, des nouvelles cartes conflits, des nouvelles cartes à mettre dans notre deck de départ qui vont inclure des nouvelles mécaniques. On va avoir des nouvelles technologies ainsi qu'un nouveau mode de jeu pour pouvoir jouer en mode épique. En plus, il y a une nouvelle unité qui s'appelle le cuirassé, donc il y en a 2 pour chaque joueur. Donc pour la mise en place de l'avènement d'Ix, la première chose qu'on doit faire, c'est de placer les 2 nouveaux plateaux. Il y a un premier plateau qui celui de Chaume, qui va se mettre par-dessus la section Chaume et par-dessus la section Conseil du Lensdraad. En plus de ça, on va venir mettre une section supplémentaire pour pouvoir accueillir les technologies qui est nommée X, simplement. Sur ce plateau d'X, on va venir mélanger les 18 tuiles technologies et former 3 paquets égales, face cachée, et on va révéler une tuile technologie pour chacun de ces 3 paquets-là. Ensuite, on vient prendre les 4 nouvelles cartes conflits, on les ajoute dans leur deck respectif, les niveaux 1 avec les 1 du jeu de base, les 2 avec les 2 et les 3 avec les 3, et on forme le deck de conflit de la même façon que dans le jeu de base. Il existe 17 nouvelles cartes intrigues qu'on va venir mélanger à notre paquet de cartes intrigues, 35 nouvelles cartes qu'on vient ajouter à notre paquet de cartes de l'Imperium, et 6 nouveaux dirigeants qu'on peut mélanger avec les autres dirigeants pour faire notre choix de leader au début de la partie. Ensuite, on prend nos 2 cuirassés pour chaque joueur et on les met dans notre réserve personnelle. Et on a un nouveau jeton qu'on met sur la piste d'expédition qui va servir à dénoter notre cargo. Alors, commençons par les règles des nouvelles tuiles technologies. Donc, comme je disais dans la mise en place, il y en a 18 et elles peuvent être acquises lorsque l'on joue un symbole d'acquisition de tuiles technologie. Ces symboles-là sont disponibles sur le nouveau plateau, à la fois sur celui d'Ix et celui de la Chaume, ainsi que sur une carte intrigue, des cartes de l'Imperium, du deck d'Imperium, ainsi que sur un des nouveaux dirigeants. Pour obtenir une carte technologie, il faut commencer par payer son coût, qui est toujours en épices, qui varie entre 1 et 8 épices. Le coût est écrit en haut à gauche de la tuile technologie et juste un peu plus bas à gauche, parfois il y a un gain que l'on obtient à l'achat. Alors immédiatement, on prend ce bonus-là. Ensuite, vous avez le nom en haut à droite et dans la case verte, vous avez son habileté. Certaines ont des habiletés immédiates, certaines ont des effets de jeu dans certaines phases de jeu, certaines ont des bonus de points de fin de partie. Certaines vous demandent de les retourner face cachée pour les utiliser une fois par manche. Par exemple, on a le Fouineur Sonic qui coûte 2 épices et lorsqu'on l'achète, on obtient une carte intrigue immédiatement. Plus tard dans la partie, lorsque c'est notre tour, on peut décider de détruire cette tuile-là ainsi que n'importe quel nombre de cartes intrigues que l'on possède pour pouvoir piger un nombre égal de nouvelles cartes intrigues. Un autre exemple, c'est l'enregistreur de voix pour encore 2 épices qui, lorsque l'on l'achète, nous permet de gagner 1 d'influence avec l'une des 4 factions de notre choix. Et à la fin de la partie, si on a 3 influences ou plus sur les 4 pistes d'influence, on obtient un point de victoire supplémentaire. Finalement, un autre exemple, le navire amiral coûte 8 épices et nous permet à l'obtention d'obtenir un point directement. Et pour toutes les manches à venir, on va pouvoir payer 4 Solari, la retourner pour obtenir 3 troupes dans notre garnison. Évidemment, si vous êtes
dans un tour où vous allez dans un espace de combat, vous pouvez déployer immédiatement ces 3 troupes directement dans le combat. Ces technologies-là, qu'on retourne face cachée, vont être retournées face visible au début de chaque manche. Alors, les 2 nouvelles actions que l'on peut faire sur le plateau d'X sont la négociation de technologie et l'emplacement cuirassé. La première, négociation de technologie, nous permet d'avoir 1 de persuasion de plus à notre phase de révélation et immédiatement nous permet d'acheter une technologie au coût de 1 épice de moins, ou si on ne désire pas acheter de technologie, on peut prendre une de nos troupes dans notre réserve et le placer comme négociant pour un achat futur de technologie. L'autre emplacement, c'est le cuirassé. Alors, pour pouvoir se placer sur cet emplacement-là, il faut payer 3 Solari, et ça nous permet de prendre un des cuirassés de notre réserve et de le mettre dans notre garnison immédiatement. En plus de ça, ça nous permet de pouvoir acheter une technologie au prix régulier. Le cuirassé est une nouvelle unité de combat. D'ailleurs, dans le jeu, il y a maintenant un nouveau terme qui est unité. Dans le jeu de base, on avait seulement le terme troupe, qui sont relatifs aux troupes, c'est-à-dire à nos cubes. Maintenant, le terme unité comprend à la fois les troupes et notre cuirassé. Ce cuirassé-là est plus fort qu'une troupe ordinaire, donc il vaut 3 de force lorsqu'il est déployé en combat. En plus de ça, ils sont plus résistants, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais retournés dans notre réserve, sauf dans certains cas très précis. Et ils nous permettent de prendre le contrôle de certaines régions dans Arrakis, comme le faisaient au préalable nos marqueurs de contrôle. À la fin d'une résolution de combat, si on a gagné un combat avec un cuirassé, on doit sélectionner un des 3 endroits sur Arrakis dans lequel il y a un marqueur de contrôle possible, donc c'est-à-dire soit Arrakeen, Carthage ou le bassin impérial. Ce cuirassé-là va être mis sur ce lieu-là pour un tour au complet et va revenir dans notre garnison à la fin du combat prochain. En attendant, si quelqu'un va à un de ces emplacements-là, vous allez récolter le bonus exactement comme si vous aviez votre marqueur de contrôle. En plus de ça, vous pouvez placer votre cuirassé par-dessus le marqueur de contrôle d'un joueur adverse, ce qui va lui empêcher d'obtenir le bonus et vous allez le prendre à sa place. Si vous perdez un combat avec un cuirassé, vous allez simplement retourner votre cuirassé dans votre garnison et pourra être déployé dès le prochain tour. Alors, comme le marqueur de contrôle, si vous mettez votre cuirassé sur un emplacement, par exemple sur Carthage, et que le prochain combat a le nom Carthage dans celui-ci, vous allez pouvoir déployer une troupe de votre réserve directement dans le combat, comme si vous aviez votre marqueur de contrôle. Alors, le deuxième plateau qu'il y a dans l'avènement d'X, c'est le plateau de Chaume. Celui-là vient remplacer l'ancien qui était dans le plateau de base du jeu, et il nous permet d'aller à 2 endroits différents. Le premier lieu, c'est celui de Contrebande, qui a un accès jaune et qui permet de gagner 1 Solari et de monter ou descendre sur la piste d'expédition. L'autre lieu, c'est l'expédition interstellaire. Pour pouvoir accéder à ce lieu-là, il faut avoir l'amitié avec la guilde spatiale et ça nous permet de faire 2 mouvements sur cette piste d'expédition-là. La piste d'expédition nous permet de montrer notre cargo ou de le descendre. Alors, comment ça fonctionne? C'est que quand on a un symbole, on peut décider de monter ou de descendre. Si on décide de descendre, on récolte le bonus de la colonne de droite, ainsi que tous ceux qui sont en bas de où on était. On peut résoudre ces différents effets-là dans l'ordre de notre choix. Les effets sont les suivants. Celle du haut nous permet d'acheter une tuile technologie avec un rabais de 2 épices. Celle du milieu nous permet de déployer 2 troupes dans notre garnison, ainsi que de gagner 1 influence dans la faction de notre choix. Et la troisième nous offre un choix, soit de gagner 5 Solari et de donner 1 Solari à tous les autres joueurs, ou gagner 2 épices. Alors on a aussi des nouvelles icônes qui vont apparaître sur les cartes qui incluent 3 nouvelles mécaniques. La première nouvelle mécanique, c'est celle de défausser.
C'est assez simple. Cette mécanique-là va vous demander de défausser une carte de votre main pour pouvoir utiliser l'effet qui est à droite de la flèche blanche. Toutes les actions avec une flèche blanche dans le jeu, c'est un coup avec un bénéfice à droite. C'est une des seules choses dans le jeu qui n'est pas mandatoire, donc c'est un choix, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous ne pouvez pas payer le coup, vous pouvez tout simplement pas le faire. Par exemple, sur l'administratrice en chef de la guilde, vous pouvez défausser une carte pour pouvoir mettre une carte en dehors du jeu. Ça peut être la carte que vous venez de défausser, ça peut être une qui est dans votre main, dans votre jeu ou dans votre défausse. La mécanique la plus unique qu'il y a dans les nouvelles icônes, c'est celle de décharger. Elle va se retrouver dans le bas des cartes et va être activée de 3 manières différentes. La première manière d'activer cette habileté-là, c'est simplement en la révélant à sa phase de révélation, qui va fonctionner comme n'importe quelle autre carte du jeu de base lorsqu'on va la révéler. La deuxième façon de l'activer, ça va être quand on va défausser cette carte-là. Par exemple, dans le cas que j'ai nommé tout à l'heure avec l'administratrice en chef de la guilde, ça pourrait venir activer une carte de décharge en utilisant l'habileté de défausse de cette carte-là. La troisième façon d'activer la décharge, c'est en détruisant la carte. Si une carte te donne la possibilité de défausser ou de détruire la carte, tu as la possibilité de choisir une carte avec décharge et d'activer son habileté. Ce que ça veut dire, c'est que dans un même effet de jeu, avec l'administratrice en chef de la guilde, on pourrait défausser une carte de décharge et la détruire immédiatement pour récolter 2 fois les bonus de décharge. La troisième nouvelle icône, c'est celle d'infiltration. Pour pouvoir la reconnaître, elle a un contour un peu plus épais et il y a une moitié d'icône d'agent à côté de son icône. Cette habileté-là nous permet d'aller à un emplacement dans un lieu précis, même s'il y a un autre joueur qui occupe déjà cet endroit-là. Donc, par exemple, la carte Jamis nous permet d'aller dans les 2 actions des Fremen, soit les distilles ou les guerriers endurcis, et ce, même s'il y a déjà un autre joueur. Par contre, on ne peut pas aller à un endroit où on a déjà été nous-mêmes dans une autre action d'agent. La dernière chose qu'il y a dans l'extension l'avènement d'Ix, c'est un nouveau mode de jeu que l'on appelle épique. Pour pouvoir jouer à ce nouveau mode-là, on va simplement devoir jouer jusqu'à 12 points au lieu de 10. On va également commencer avec 5 troupes dans notre garnison, une carte intrigue dans nos mains. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on n'utilisera pas de carte niveau 1 de conflit. Donc, on va venir mettre 5 niveau 2, 5 niveau 3 et on va déjà avoir un niveau 2 pour le début de la partie. La dernière chose, c'est qu'on va venir retirer un exemplaire de la carte d'une La planète des sables et on va venir la remplacer par une nouvelle carte qui s'appelle Contrôler l'épice. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'avènement d'Ix, la première extension pour Dune Imperium? Alors, j'ai tellement joué à Avènement d'Ix, en fait, que je me souviens à peine du jeu de base. C'est pour dire à quel point, pour moi, c'est rendu un incontournable. Quand je dis que Dune Imperium est mon jeu préféré, je parle de Dune Imperium avec l'extension l'Avènement d'Ix. C'est garanti. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que les tuiles technologies viennent rajouter beaucoup de profondeur stratégique au jeu en nous offrant beaucoup plus de possibilités. Il y a des cartes qui nous permettent d'avoir une stratégie d'acheter des Spice Must Flow de manière beaucoup plus régulière et qui va nous récompenser en points pour le faire. On a des technologies qui vont nous permettre d'être meilleurs en combat. Des technologies qui vont nous permettre de manipuler un petit peu plus notre pige. Des technologies qui vont nous permettre d'utiliser nos cartes intrigues si on en a pigé certaines qui étaient trop circonstancielles, qui finalement on peut aller les changer, les recycler. Certaines technologies aussi vont nous permettre de monter plus facilement dans les factions, ce qui va permettre d'avoir un peu plus de bataille pour les alliances. En plus de ça, les cartes décharge nous offrent une panoplie de combos potentiels. Parce que puisqu'on peut les utiliser de différentes façons, ça nous force à réfléchir à l'utilisation de nos cartes de manière un peu plus stratégique, tactique, mais
En plus, ça nous permet des opportunités de jeu qui n'auraient simplement pas été possibles dans le jeu de base. Donc c'est sûr que ça vient complexifier le jeu parce que ça ajoute une panoplie d'options. Mais pour quelqu'un qui a vraiment aimé le jeu, ces options-là sont vraiment très 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 plaisantes à avoir et viennent compléter le jeu à merveille. Pour moi, Dune Imperium est un bon jeu assez facile à expliquer, mais avec Rise of X, l'avènement d'X en français, on vient aller chercher le côté plus stratégique, gamer, et si vraiment c'est un régulier de notre rotation de jeu, c'est sûr et certain que l'événement d'X va venir rajouter beaucoup à notre expérience de jeu. Parmi les nouvelles icônes puis les nouvelles cartes, celles d'infiltration sont vraiment intéressantes et nous forcent à réfléchir un peu différemment à ce que nos adversaires peuvent faire. Par contre, vu qu'il y en a juste 5 dans tout le jeu, évidemment, à chaque partie, c'est pas sûr qu'on va les voir. Mais par contre, à chaque fois qu'elles sortent dans la rivière de cartes, c'est toujours intéressant parce que ces cartes-là nous permettent d'aller exploiter un endroit sur le plateau, peu importe ce que vont faire les différents adversaires. L'autre type de carte qui va venir changer dans l'avènement d'X, c'est l'ajout de plusieurs cartes intrigues. Dans ces cartes intrigues-là, il y a des nouvelles cartes complot qui vont nous offrir des nouvelles actions gratuites, comme dans le jeu de base. Mais il y en a qui fonctionnent avec les nouvelles mécaniques, mais il y en a aussi qui fonctionnent avec les mécaniques de base et qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait tout simplement pas faire avant. Donc des opportunités tactiques de plus. En plus de ça, on en a 3 nouvelles qui nous permettent de faire des points. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas beaucoup dans le jeu de base. On avait les 2 plus fortes cartes du jeu étaient dans les endgames. Mais là, on vient d'en ajouter, mais ils les ont mieux équilibrés que ceux qu'il y a dans le jeu de base. Alors que celles dans le jeu de base sont excessivement fortes et vont venir souvent faire un gros revirement de situation dans la partie. Celles-là demandent d'être spécialisées dans des choses très précises. Donc, si elles sont pigées au dernier moment dans une partie, on risque difficilement de pouvoir remplir leurs conditions et gagner un point supplémentaire. Par contre, si on les pige au début de la partie, ça peut nous orienter sur comment jouer notre stratégie pour l'entièreté de la partie, ce qui est toujours une possibilité intéressante dans ce jeu-là. En plus, on a des nouvelles cartes combat. Dans ces nouvelles cartes combat-là aussi, ils sont un petit peu plus nuancés. Ils vont venir, par exemple, interagir avec les cuirassés des autres, ou ils vont nous dire si on gagne 2 Solari, etc. Fait il y a vraiment ces ajouts de cartes intrigues-là vont venir rajouter beaucoup de possibilités, encore une fois, tactiques. Alors, une chose qu'il y a dans le nouveau jeu qui va plaire à beaucoup de monde, c'est cette nouvelle unité qui est le cuirassé. Alors, le cuirassé, on n'a pas beaucoup de façons de l'obtenir, mais il y en a une sur le plateau qui coûte 3 Solari. Plus on va la chercher rapidement, plus on va pouvoir en bénéficier, puis on va avoir un avantage quand même net à ne pas devoir toujours recruter de nouvelles troupes pour pouvoir aller au combat. Cela dit, puisque le Solari est excessivement important en début de partie, c'est quand même un petit peu cher le 3 Solari pour pouvoir aller l'acquérir. Donc, je trouve qu'il est bon, mais il est bon au début, mais tu sacrifies beaucoup en allant le chercher. Donc, je trouve qu'il aurait pu être soit un peu meilleur ou un peu moins cher. Ça l'aurait été, je pense qu'on l'aurait vu un peu plus. Parce que dans un format compétitif, le cuirassé est utilisé, mais pas autant qu'on le croirait. Alors, une des choses qui est excitante que j'ai pas parlé encore, c'est les 6 nouveaux dirigeants qu'il y a de disponibles dans l'avènement d'X. Alors, il y a Tessia Vernius, qui est sans contredit la dirigeante la plus compliquée de toutes les 14 dirigeants qu'on a disponibles avec le jeu de base et l'extension comprise. Cela dit, c'est, selon plusieurs, la plus forte. Donc, difficile à maîtriser, mais on a beaucoup de bénéfices à tenter de le faire. Un autre dirigeant, c'est l'archiduc Armanicaz. Lui, il est vraiment orienté sur la partie deck building du jeu. Puis c'est un élément qui était quand même négligé dans le jeu de base. Donc les premières fois qu'on joue l'archiduc,
c'est vraiment très satisfaisant de pouvoir utiliser ces habiletés pour pouvoir retirer des cartes de ton deck et pouvoir construire un deck vraiment plus optimisé que les autres. Une autre, c'est Ileza Ikaz. Elle, c'est sans contredit celle qui allonge le plus la partie parce que malheureusement, elle demande un aspect programmation. Donc, c'est une autre qui est pour joueurs un peu plus expérimentés. Celui que je dirais qui est le dirigeant le plus fun dans les 6, c'est sans contredit le Vicomte Andro Moritani. Son pouvoir, c'est qu'il commence avec un choix de une carte intrigue parmi 2 au début de la partie, ce qui lui permet d'avoir un début de partie un peu avancé sur les autres, et en plus, il connaît c'est quoi la première carte intrigue du paquet parce qu'il va remettre la deuxième sur le dessus. En plus, il interagit avec la nouvelle piste d'expédition qui est très très forte. L'autre leader, c'est la princesse Yuna Moritani. Elle commence sans eau, mais à toutes les fois qu'elle obtient du Solari, elle en a un de plus. C'est vraiment une habilité qui est très forte et très très utile en début de partie. Par contre, son Signet Ring est seulement utile à la fin, dans le milieu ou à la fin de la partie. Donc, c'est une leader qui est assez balancée selon moi. Le dernier, et non le moindre, c'est le prince Rumber Vernius. Malheureusement, le dirigeant le moins bon de tous les dirigeants du jeu, parce qu'il fonctionne uniquement avec la nouvelle unité cuirassée et les tuiles technologiques. Malheureusement, il n'y a rien pour lui qui fait qu'il est meilleur économiquement ou qu'il l'aide à gagner des points, autre qu'en gagnant des combats. Mais puisque dans ce jeu-là, n'importe qui peut venir te mettre des bâtons dans les roues dans le combat, son efficacité est vraiment dépendante en fonction de comment il performe dans le combat. Donc, pour faire un retour sur ces 6 dirigeants-là, je dirais qu'ils sont une excellente ajout au jeu et qu'ils offrent différents styles de jeu différents, ce qui est très 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 apprécié. Puis on a un beau mix, je dirais, entre des leaders très forts, des leaders qui sont milieu, là, qui sont ni trop forts ni moins bons, et des leaders qui sont très spécialisés, qui sont parfois bons, parfois vraiment pas très bons. J'en profiterai aussi pour parler en général de comment le jeu est balancé à travers tout ça. Donc, c'est un jeu qui vient apporter plusieurs nouvelles mécaniques. Je dirais qu'au niveau des technologies, évidemment, il y en a des plus fortes que d'autres, mais ça, c'est toujours une intention des designers d'offrir de quoi qui est le fun plus que balancé. Puis moi, je crois beaucoup à ça, puis ce jeu-là le rend très bien. C'est pas un jeu qui réussit à être balancé 100%, c'est un jeu qui réussit à être le fun à jouer. Et la nouvelle mécanique de piste d'expédition est souvent dit comme étant trop forte, mais quand on vient arriver à un format très compétitif, on se rend compte que chaque joueur peut venir bloquer puis y aller à chacun son tour, et finalement, on vient un peu bloquer la force de cet espace-là. C'est sûr que si on laisse une seule personne y aller toute seule, oui, effectivement, on laisse beaucoup sur la table pour ce joueur-là. Mais en général, je trouve que c'est une extension qui débalance pas le jeu, qui vient ajouter beaucoup de profondeur stratégique, beaucoup de jeux tactiques et énormément de variabilité. Donc pour finir, l'avènement d'X a rendu Dune Imperium un jeu que j'aimais à un jeu que j'adore. Pour moi, c'est un incontournable et c'est, selon moi, une des meilleures extensions qui s'est faite pour n'importe quel jeu. Alors, si vous aimez Dune Imperium et que vous jouez assez régulièrement, je vous conseille fortement d'obtenir l'avènement d'X. C'est un jeu qui se détaille à 57$ en français et je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Sur ce, continuez de gamer!